Des ondes Vocast, l'invité. Et des ondes Vocast était donc partenaire presse des Radio Days à Lisbonne du 9 au 11 octobre et on a traîné nos micros dans les couloirs pour faire des petites interviews de 1 à 3 minutes parmi l'univers des professionnels francophones, mais pas que. Quelques interviews sont aussi en anglais, mais pas de panique, on les traduit à chaque fois à la fin. Des ondes Vocast. Et dans ce palais des congrès de Lisbonne, on attaque notre petit tour d'Europe par Paris avec un arrêt au stand de RCS. Bonjour Lionel Guiffan. Bonjour. Tu es le directeur de RCS Europe. Alors quelles sont les dernières tendances chez RCS ? Eh bien écoutez, c'est très simple. La tendance, c'est évidemment toute la partie numérique par le cloud ou le streaming. Donc évidemment, puisque depuis plusieurs années, RCS a énormément investi autour du cloud pour porter le player dans le cloud et avoir un environnement totalement virtualisé. Et de l'autre côté, sur la partie streaming, aujourd'hui, on a une plateforme de CDN totalement dédiée à l'audio, au streaming audio. Donc, on est capable de faire beaucoup de données, beaucoup d'études par rapport à ce que font les auditeurs sur Internet, en fait. Alors, on est ici au Portugal, au Radio Days Europe. Parle-nous un petit peu du marché portugais. Le marché portugais est assez simple. Vous avez deux grands groupes privés et le groupe public. Et puis après, des toutes petites radios en local. Aujourd'hui, donc, la particularité du Portugal, c'est que un des deux groupes privés, c'est Renascença, qui est en fait un groupe qui appartient totalement à l'archevêché portugais. Donc en fait, c'est des radios tournées autour de l'église. Et puis vous avez un groupe commercial traditionnel qui fonctionne aussi. Mais les deux groupes sont très concurrents. Et voilà. Et ils sont clients de RCS. Alors, un des deux groupes, Renascença reste client d'RCS. Ce qui est intéressant avec Renascença, c'est que c'est aussi une des plus vieilles, aussi n'est la plus vieille radio en Europe. Ils ont fêté leurs 75 ans il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Donc, qui en fait vraiment un très ancien média européen. D'accord. Merci beaucoup, Lionel. De rien, merci. À noter que Philippe Generali, le CEO de RCS, est aussi présent au Radio Days Europe, où il donne une session sur le disaster recovery, la reprise d'activité après un sinistre, et aussi sur le cloud. Et on s'envole tout de suite pour la Belgique. Bonjour Eric Adelbrecht. Bonjour. Alors tu es en charge de maradio.be. Qu'est-ce que c'est maradio.be ? Maradio.be, c'est une société coopérative qui reprend l'ensemble des éditeurs privés et publics belges francophones, et qui est en charge de la transition numérique du média radio. Alors qu'est-ce que ça couvre et quels sont les grands projets en cours ? Ça couvre la promotion du DAB+, donc on accompagne le mouvement au niveau marketing et communication sur le DAB+, et puis ça couvre aussi tout ce qui est sur d'autres plateformes que le DAB+, c'est-à-dire en IP, et là nous poussons et développons très fort le radio player qui existe maintenant aussi en France. D'accord, et donc les challenges à venir, c'est continuer à développer le DAB+, et radio player sur de nouvelles radios. Le challenge, c'est d'accompagner les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter en FM sur les nouveaux supports de demain pour que un jour peut-être la FM disparaisse et nous soyons toujours présents sur les supports digitaux. D'accord, merci beaucoup Eric Adelbrecht. Merci. Voilà, c'était Eric Adelbrecht de maradio.be et on se dirige à présent vers Lyon. Des ondes Vocast. Bonjour Alfredo Dal Silva. Salut. Tu es en charge de Capsao, aussi bien en France qu'au Portugal. Alors parlons d'abord de la France. Capsao, au départ, c'est une radio en FM à Lyon, mais qui se déploie aussi dans pas mal de régions en France sur le DAB+. Parle-nous de ce déploiement. Eh bien, nous sommes donc en effet aujourd'hui sur 25 villes depuis le début du déploiement en DAB, donc il y a plusieurs années déjà. Et nous avons donc obtenu de la part du CSA donc des réponses aux appels à candidature, une quarantaine de villes, donc il y a encore du travail et ça se fait peu à peu. Les rencontres dans les régions avec les radios se font bien et donc on monte les multiplex peu à peu et on ouvre les zones. D'accord. Alors ici on est au Radio Days Europe, cette année c'est à Lisbonne et tu as repris une radio à Lisbonne l'année dernière que tu as transformée en Capsao. Alors parle-nous de ce projet un peu particulier. Tout à fait, il y a donc à peu près 2 ans, en effet on a travaillé sur ce projet-là. Ça s'est mis en place et c'est un peu le pendant de Capsao France, mais à Lisbonne, dans le pays un petit peu de mes origines, et avec un peu plus de musique en langue portugaise, donc plus de Brésil aussi, plus de Cap-Vert, mais voilà, on continue ce côté latino et positif ici aussi, puisque la radio, son slogan, c'est la vie est une fête, et voilà, donc le déploiement se passe bien, la radio a pris de l'audience déjà, donc depuis peu, mais ça s'est bien passé, donc on a déjà une audience assez similaire à celle de Lyon. Quand voilà, nous avons
comme c'est notre zone principale à Lyon justement. Merci beaucoup Alfredo da Silva. Et on retourne vers Paris, du côté de la rue Boileau. Bonjour Vincent Soulet. Bonjour Olivier. Alors tu es directeur, alors tu n'es pas directeur, tu es producteur du morning de Chéri FM et tu as une longue histoire en fait de producteur de morning. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. J'en suis à 20 ans de morning. En fait, j'ai commencé les mornings à 18 ans en arrivant à Paris, directement sur le morning d'RTL2. Alors à la plus petite échelle, en étant stagiaire, je faisais hyper bien les cafés. Et ensuite, j'ai gravi les échelons petit à petit. Donc je suis devenu assistant, réalisateur. Donc j'ai fait 7 ans de réalisation de morning à RTL2. Et on me confiait de plus en plus de tâches de production. Et là, du coup, Sam Zniber, qui venait de partir de RTL2 pour aller dans le groupe Lagardère, m'a dit « Viens à RFM avec moi. Là, tu seras producteur exécutif de la matinale et en plus responsable de l'antenne. » Donc j'ai fait ça avec lui pendant 2 ans. Et puis après, j'ai rejoint le groupe Énergie où ça fait 10 ans, 11 ans même, que je suis producteur de la matinale de Chéri FM, où on a eu pas mal de matinales. On est passé par les matinales dans les locales. Donc je m'occupais de toutes les stations locales. Et ensuite, on a eu Vincent Cerruti pendant 3-4 ans, Stéphanie Loire et actuellement Alexandre Devoise et Sophie Coste. Alors quel est le principal challenge d'un producteur de morning ? Faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et tout le monde se sent heureux et à l'aise parce que se lever à 4 heures du matin, c'est pas le truc le plus facile au monde, même s'il y a pire pour faire de la radio. Faire en sorte d'être connecté, de rester connecté quand même à notre audience et de l'expliquer aux animateurs parce qu'on peut pas avoir la même vie en vivant dans le 16e à Paris que quelqu'un qui vit à Marseille, à Lyon ou Angers. Et puis faire en sorte de créer aussi un vrai contenu de matinale et un vrai et de vrais événements aussi en lien avec l'émission et qui vont toucher le plus d'auditeurs possible. Est-ce que c'est différent de préparer un morning aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans ? Oui. Maintenant il y a les réseaux sociaux. Et donc pour le coup, moi je trouve que c'est un outil qui nous aide vraiment. Moi, tous les soirs, avant de me coucher, tous les soirs, fin d'après-midi, quand je reprépare l'émission, le matin quand j'arrive, je regarde toutes les timelines, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, pour voir s'il s'est passé des choses importantes. Enfin, on a de plus en plus d'outils pour être reliés aux gens, ce qui est étonnant parce que le monde est de plus en plus froid. Mais justement, on a de plus en plus d'outils, donc si on arrive à bien relier et bien prendre les bonnes infos, pas tout prendre parce que tout n'est pas intéressant, je pense que on a la capacité de créer quelque chose d'encore plus proche des auditeurs. Tu te considères comme un coach pour tes équipes ? Coach, je sais pas, mais j'aime bien en fait faire en sorte qu'ils soient à l'aise et les motiver au quotidien. D'accord. Écoute, je te remercie. Avec plaisir. Et on traverse à présent l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis pour retrouver Denis Clark. Denis Clark a une longue carrière dans la radio, notamment en tant que consultant, et il est vice-président pour le développement des talents à iHeartMedia. Des ondes Vocast. Hi, I'm with Denis Clark, working for iHeartMedia, one of the biggest podcast producer in the US. Actually, the biggest. Recently, you have made a partnership with Energy in France to export your podcast into France. Can you tell me a bit more about this project? A completely exciting venture. At iHeartMedia, we are what we call publishers of content. So we create content that can be listened anywhere in the world. And to be honest with you, when the opportunity came for France and for our podcasts to be translated into French from English, that was an honor. And we were really thrilled to do that partnership with the Energy Group. Is it a big market for you, and are you targeting all of other French-speaking countries? It's our first venture in another language, so I would say with podcasting, it's an exciting adventure that is different, and that's all podcasting is what's new, what's fresh, what's different, and what grows your audience. And we're so happy to be in France. We're thrilled to be, Canada is listening to our podcast. They have the iHeartRadio media in iHeartRadio app in Canada. So we're thrilled to have both English and French there as well. So that's another wonderful opportunity. Do you have any other projects of developments in Europe, either in the podcast area or the radio area, that you can speak about? No, but you'll be excited. All
All right. Okay, we're looking forward to it. Thank you so much. To meet you. Alors, iHeartMedia, c'est le plus gros producteur de podcasts aux États-Unis et aussi le propriétaire de nombreuses radios FM. J'ai demandé à Denis quelle était la nature du partenariat récent avec Energy Group pour l'export des podcasts de iHeartMedia en français. Alors, il a expliqué que c'était un projet excitant car c'est la première fois qu'iHeartMedia va exporter ses podcasts dans une langue étrangère. Et en tant que diffuseur de contenu, c'est son objectif de faire toujours grandir ses audiences partout dans le monde si possible. Et donc ce partenariat est donc une étape importante, non seulement sur le marché français, mais aussi sur le marché Canada francophone où l'application iHeartMedia est bien implantée. J'ai enfin demandé à Denis Clark si iHeartMedia avait des projets de croissance externe en Europe, soit dans le podcast ou soit dans la radio traditionnelle. Alors, si Denis n'a pu révéler d'informations, il a annoncé que les nouvelles pourraient être excitantes. Voilà, donc à suivre. Et on revient tout de suite en France, plus particulièrement dans la région de Montpellier. Alors, je suis avec Vincent Benveniste, qui est le président de la Co-Audio. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Co-Audio ? La Co-Audio, c'est un petit ovni qu'on a lancé il y a 2 ans à Montpellier. En fait, mon domaine d'activité principal, ce sont les logiciels pour les radios. Donc à travers des entreprises comme David Systems et Netia qui fournissent des infrastructures aux radios. Et on a fait le constat suivant, c'est que nos entreprises n'avaient pas suffisamment de visibilité sur l'industrie, n'avaient pas suffisamment de relations, de coopération. Et on s'est posé la question aussi, est-ce qu'on devrait s'engager pour aider à la coopération ? On a dit oui et ensuite on s'est dit mais en général les acteurs de l'audio ont tous ce même problème. C'est-à-dire que c'est pas simplement la radio qui manque de coopération, ce sont des acteurs économiques qui sont toujours relativement modestes, chacun, y compris des grandes radios nationales, sont modestes par rapport au monde. On l'a vu ça à Radio Days hier, montrer la taille des planètes des radios par rapport à la taille des planètes des Apple et des Amazon. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait une démarche transversale à l'audio. Et on a fondé cette activité avec quelques personnes qui viennent de la radio au départ, qui s'appelle la Co-Audio. C'est un réseau, c'est un think tank. Maintenant, ça devient un do tank, c'est-à-dire une plateforme qui permet d'expérimenter, de collaborer, de partager des meilleures pratiques entre différents acteurs de l'audio afin qu'elles puissent déjà développer leur propre cas d'usage, leur propre bien-être, on va dire, mais aussi afin de les aider à coopérer avec d'autres industries culturelles et créatives ou bien développer avec d'autres industries en général, comme l'industrie de la santé, parce que l'audio a un rôle de plus en plus important dans la santé, comme toute autre industrie qui peut se servir de l'audio, l'automobile, etc. Voilà, donc c'est une démarche relativement inclusive et participative qui nous anime. Alors, penser et donc faire aussi maintenant. Co-Audio, ça a commencé donc dans le sud de la France, mais c'est beaucoup plus gros parce que maintenant, ça a aussi une étendue internationale. Oui, il faut rester modeste. Co-Audio, déjà, c'est un succès en termes d'intérêt. C'est-à-dire que les gens comprennent cette démarche transversale. Les gens comprennent que on a tous intérêt à faire tomber les silos organisationnels dans le monde de la radio, par exemple, mais aussi entre les différents acteurs de l'audio, de faire tomber ces silos pour pouvoir trouver des nouvelles sources d'activité, d'innovation. Et donc en termes de résultats, on a à peu près 1700 followers sur LinkedIn avec la Co-Audio. On a une centaine de membres. On a étendu le bureau de la Co-Audio. On est passé du monde de la radio uniquement à maintenant des membres qui sont des podcasteurs, des membres qui sont des membres du bureau on est 9. Qui sont des gens spécialistes en post-production, en formation. Donc on essaie de couvrir à l'intérieur de la Co-Audio toutes les différentes missions qu'on peut avoir. Et ça marche bien. En termes d'internationalisation, on a un peu ralenti notre internationalisation qu'on avait bien démarré au début à cause de la crise. Mais on a des membres qui sont en Suisse, on a des membres qui sont à Berlin. Consolab est à Berlin, Danexis est en Suisse. Hier, à Radio Days, on avait 6 membres sur scène. Dont David Systems aussi, bien sûr, qui est de Munich. Et l'idée, bien sûr, c'est d'en faire un outil de coopération à travers le monde. Il se trouve que c'est né à Montpellier parce que Montpellier est une terre d'échange. C'est une terre qui montre que l'esprit de collaboration peut être une source d'innovation. Parfait, merci beaucoup Vincent. De rien. Et maintenant, on se dirige vers la Suisse. Alors, on est avec Michel Collin. On présente plus Michel Collin, qui est donc
voilà, responsable de Médiatique Conseil, qui fait en gros du conseil pour les commerciaux dans la pub radio, pour développer le chiffre d'affaires auprès des radios. Alors Michel, quelles sont les dernières tendances de la pub dans le secteur de la radio et de tous ses dérivés? Il y a plein de tendances. Alors évidemment, je vais tout de suite parler du podcast parce que ça me paraît extrêmement évident de développer du business autour des podcasts. Pas forcément avec de la pub classique ou du sponsoring classique, mais surtout le podcast de marque, le podcast d'entreprise, qui devient un vrai business pour les studios, mais aussi pour les radios qui veulent bien s'en occuper, y compris sur le plan local. Puis évidemment le digital, l'audio digital, où de plus en plus de radios commercialisent en plus de la FM leur flux web. De différentes manières là aussi, c'est qu'elles peuvent aussi commercialiser le flux web des autres radios à travers des plateformes comme Target Spot ou Triton. Donc ça, c'est un peu les tendances. Les autres tendances qu'on voit ici, c'est aussi que vraiment les radios ont besoin d'avoir une offre un peu plus globale, ce qu'Énergie fait depuis bientôt plus de 20 ans en France, mais de vendre de la FM avec du réseau social, avec de l'événementiel, avec du contenu. Et donc ça pousse vraiment les commerciaux à s'adapter à toutes ces nouvelles technologies et ces nouvelles stratégies. Voilà, c'est un peu comme ça que je résumerai la tendance rapidement. Et un petit mot par rapport à la crise du Covid. Les radios qui avaient déjà fait ces investissements il y a plusieurs années, est-ce qu'elles ont mieux résisté de ce que tu as vu la crise en termes de résistance du chiffre d'affaires? Alors, je sais pas si c'est une question d'avoir investi au bon moment. C'est surtout une question de mentalité et de capacité d'adaptation. C'est valable pour tout le monde depuis le début de la crise. Ceux qui ont réussi à s'adapter et qui ont trouvé des solutions, s'en sont tous très bien sortis. Ceux qui sont restés un peu figés sur leur fonctionnement d'avant crise ont beaucoup de difficultés. Mais on va dire quand même, en règle générale, on le voit dans toutes les études, la radio est le média qui s'en sort le mieux par rapport aux autres médias traditionnels. Et finalement, il y a beaucoup de radios qui ont déjà retrouvé leur niveau de business d'avant la crise. Je crois que c'est quand même une assez grande majorité, avec même parfois des développements qui se font justement grâce au digital. Donc on va dire que ça se passe plutôt bien quand on a su s'adapter au bon moment. Une dernière question, le DAB+ métropolitain est lancé ce 12 octobre en France. Est-ce que tu vois ça aussi comme un levier de croissance pour les radios à un certain horizon de temps? Oui, à une condition, c'est d'avoir pensé au modèle économique avant de demander une licence DAB, ce qui est le cas de très peu de pure players DAB. Qui partout, y compris même ceux qui sont déjà en région, réalisent qu'il n'y a pas de marché publicitaire pour des radios DAB. Qui cherchent des régies à tout prix et qui n'en trouveront pas parce que les régies qui sont en place, elles n'ont rien à faire d'audience extrêmement fragmentée. Voilà, le seul modèle qui est particulièrement remarquable, c'est celui d'Airzen, qui avant même de démarrer a un vrai modèle économique qui tient la route avec des partenaires annuels, du contenu de marque, du podcast et de la pub. Et puis derrière une structure qui tient la route. Donc voilà, observons ce que va faire Airzen, parce que je pense que c'est eux qui vont servir de référence pour les radios DAB dans les années à venir. Et le marché après décidera. Merci beaucoup Michel. Je t'en prie, merci à toi. Et on reste en Suisse, sur les bords du lac Léman, à Genève. Des ondes Vocast. Elita Kurachova, good morning. You are the new head of radio at the EBU. Can you tell me about your role at the EBU? Good morning. So my role is to speak to the EBU is a association of all the public service media, and I'm responsible for the cooperation of public service radios. So in my role, what we are going to focus on now is to talk about all the topics related to public service radio broadcasting in Europe, both in distribution as well as in the content. Okay. So when you talk about content, is it about only a spoken program, or it's also about music? It's both. Music is actually a separate unit within that department, so we focus a lot on music because music is an integral part of radio broadcasting. For me, what's interesting is to see, not to forget that radio is still a radio, so to speak about the content that makes radio, like morning talks, live interviews, etc., but also about podcasts and the new formats for online distribution.
because I think that not everything that is working well on radio will be working well online, and vice versa. And I think that we should not forget that there are two separate tracks kind of the content. Okay. How does it work to organize the communication with the public broadcasters across Europe? So we've had the radio community is quite strong, and you also see it here. Everybody knows everybody, so it's a really nice network of people. For me, it's much easier to communicate with them, because then we have people, for example, as I've touched on podcasts, we would have podcast producers for various radio stations, and then we can collaborate, much quicker, because we already have that community in place. So in terms of meetings, events that we'll organize, workshops, webinars, whatever else, this is quite an efficient network to have. Okay. Thank you very much, Harika. Thank you. Voilà, Edita Kutlatchova, c'est la nouvelle chef du département radio de l'EBU. L'EBU, c'est l'European Broadcasting Union, aussi connu sous le sigle français de l'AER, l'Union Européenne de Radiodiffusion. Alors, Edita a rappelé que l'EBU regroupait tous les médias européens publics et que son rôle était de coordonner les radiodiffuseurs publics, tant sur la partie distribution que contenu. Et au niveau des contenus, un département spécifique est dédié à la musique, et un des points d'action est aussi sur les contenus parlés, tant pour les programmes en linéaire comme les mornings que pour les podcasts. Alors je lui ai demandé comment l'EBU communiquait avec les acteurs radiophoniques publics européens, ce à quoi Edita a répondu que c'était une communauté qui se connaissait bien, avec un réseau solide, ce qui facilitait grandement les échanges pour les réunions, les webinaires, les événements, les workshops, etc., etc. Voilà, tout de suite, on retourne en France, à Paris. Bonjour Xavier Filiol. Bonjour. Tu es le directeur des opérations de Radioline. Alors, qu'est-ce que Radioline ? Alors, Radioline, c'est un portail de radio qui existe depuis plus de 15 ans et qui, au bout de 15 ans, a agrégé la plus grosse base de données de radio et podcast au monde. C'est 110 000 radios et podcasts de 161 pays. Ça représente 10 millions d'épisodes de podcasts. Pas mal. Tu couvres toutes les radios françaises et leurs podcasts ? Absolument. L'intégralité de l'offre qui est en France est disponible chez Radioline. Alors, quels sont les grands projets de développement chez Radioline à l'heure actuelle ? Donc nous, notre promesse, c'est de proposer le contenu international au monde entier. La France, c'est 24% de notre audience. Et en fait, on multiplie nos audiences d'abord avec nos propres applications dans un maximum de devices. Donc on va être sur le mobile, dans tous les stores, sur les téléconnectés, dans la voiture, sur les montres et tout un tas d'objets connectés. Et après, c'est de croître avec nos partenaires, puisqu'on a une activité B2B, donc plus business to business, comme Virgin en Angleterre, Vodafone en Allemagne, Proximus en Belgique, Swisscom, etc. Donc pas mal de partenaires. Et dans la voiture, maintenant, un partenaire qui s'appelle Geely Group, qui a racheté Volvo, dans lequel, en fait, pour sa marque Link & Co, notre application est embarquée par défaut dans le dashboard. D'accord. Quel type de partenariat tu as avec les radios pour la diffusion de leur contenu ? Alors, on a signé plus de 8000 contrats avec les radios. Donc, il y a un contrat qui est disponible en ligne et qui non seulement établit la règle du jeu entre eux et nous, mais surtout donne accès à un dashboard, donc où les radios peuvent récupérer leurs statistiques sur leurs podcasts et sur leur flux live, bien sûr. Ils peuvent trier par partenaire, par pays, et avoir même un outil où ils gèrent eux-mêmes leur propre contenu, puisqu'en fait, ils contrôlent leur contenu, ils veulent changer leur logo, rajouter des flux, en enlever, rajouter des métadonnées, et ils ont accès à cette interface. Alors le CEO de TuneIn, qui est donc un concurrent de Radioline, a fait une keynote pendant cette session où en gros il a encouragé les radios à être sur tous les supports. Il a appelé ça l'ubiquité. Est-ce que c'est la même philosophie chez Radioline ? Oui, bien sûr. C'est à nous d'emmener des radios sur un maximum de devices, donc pour toucher le maximum de public, parce que la radio a ça de magique, c'est qu'elle peut se passer d'un écran. Et donc, c'est vrai que notre partenaire de Vialet, par exemple, qui est cette enceinte connectée, il n'y a pas du tout d'écran. Et en fait, on lance les radios directement depuis le device. Donc, il faut être partout. Et par contre, le secret de l'hyperdistribution, c'est de pouvoir la contrôler. C'est pas de l'interdire, c'est de la contrôler par des accords avec les agrégateurs, par le partage de données. Nous, on doit ces données aux radios. Nous, on va plus loin avec cet outil de contrôle du contenu. Et c'est que
de cette manière qu'on établira, on va dire, un rapport de confiance. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de radios plutôt moyennes, petites et moyennes, qui n'ont pas les moyens d'être sur la télé connectée, et donc qui renvoient vers notre application sur Android TV, par exemple, pour pouvoir écouter leur flux. Merci Xavier Filiol. Merci à toi, à bientôt. Et on reste à Paris, direction cette fois la maison de la radio. Des ondes Vocast. Bonjour Laurent Frisch. Bonjour. Alors vous êtes directeur du numérique et de la production à Radio France. Quels sont les grands chantiers en cours dans l'univers du numérique à Radio France ? Alors le grand chantier, c'est le développement de notre plateforme Radio France qui vise à établir un nouvel usage de la radio qui mêle la radio en direct, la radio à la demande, ce qu'on appelle communément maintenant le podcast, et développer un univers cohérent de tout ça. Alors, et quelle est la différence avec le portail existant ? Alors je sais pas ce que vous appelez par le portail existant. On a des sites de chaînes aujourd'hui, on avait une offre qui était organisée chaîne par chaîne et on se rend compte qu'on peut créer de tout ça une offre, des parcours d'écoute beaucoup plus riches, beaucoup plus denses, centrés sur les intentions, les envies, les désirs, la surprise, la découverte de nos auditeurs. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a de l'intelligence artificielle ? Ah non, il y a d'abord des gens qui connaissent notre offre, qui composent des playlists spécifiques. On en a une par exemple là qui est sortie sur James Bond, rassemblant des programmes de nos différentes antennes pour créer un nouveau fil original. Mais on a surtout des éditeurs qui font des choix éditoriaux, qui font des mises en avant et qui proposent à notre public chaque jour un menu différent. Une dernière question, hier vous avez fait une conférence sur se défendre contre les GAFA. Quels sont les grands messages à retenir pour l'ensemble de l'industrie radio ? Oui, alors c'est pas vraiment se défendre contre les GAFA, mais ce n'est pas être dupe du jeu dans lequel on rentre avec eux. On a besoin d'eux pour que les gens nous découvrent. Par contre, on peut être aspiré par eux et devenir que des fournisseurs de contenu qui n'avons plus la main sur notre propos éditorial. Pour nous, notre enjeu, c'est de reconquérir la souveraineté éditoriale sur le numérique, celle qu'on a déjà quand on fait de la radio. Ce qui veut dire deux choses. D'une part, être fort sur nos propres supports. C'est pour ça qu'on développe la plateforme Radio France. Et d'autre part, leur laisser un certain accès à nos programmes, mais un accès en contrepartie d'un certain cadre qu'on fixe contractuellement avec eux. Merci beaucoup Laurent Frisch. Merci à vous, au revoir. Et toujours à Paris, on va maintenant dans l'univers du podcast. Gabrielle Boéry-Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Binge Audio en 2016 avec Joël Ronez. Alors qu'est-ce que c'est Binge Audio ? Binge Audio, c'est un média podcast. Je dis média parce qu'on a une marque média, une présence auprès du public qui dépasse une simple production. Donc on a un média podcast. Aujourd'hui, on réunit, on fait 2 millions d'écoutes par mois. Donc c'est encore petit, émergent, mais c'est déjà un beau niveau pour peser dans le paysage médiatique. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, on est un média qui est reconnu et qui a sa place et ses marques programmes assez fortes. Alors parmi ces marques, il y a les couilles sur la table et un nouveau qui est une déclinaison qui s'appelle le cœur sur la table. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, alors maintenant c'est même un podcast qu'on a sorti en février et là qui voit en ce moment l'achèvement de sa première saison. Les couilles sur la table, c'était une série d'interviews pour examiner la question des masculinités avec des experts, des expertes. Le cœur sur la table, c'est donné qui est toujours animé par la même personne, la journaliste Victoire Tuaillon, qui est salariée chez Binge Audio à temps plein. Le cœur sur la table a pour ambition de proposer un nouveau regard sur toutes les relations amoureuses et la façon dont on peut à la fois les questionner avec un angle féministe et progressiste et aussi les réinventer pour imaginer des choses très souhaitables dans cette dimension très importante de nos vies. Alors tu es intervenu hier dans une table ronde au Radio Days Europe et tu as aussi expliqué qu'il y avait des déclinaisons en livres de ces podcasts. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, j'ai été interrogée sur les revenus des auditeurs, des auditrices sur cette table ronde. Et ce que j'ai choisi de raconter, c'est l'histoire qui nous a conduit, à partir du podcast Les couilles sur la table, à sortir un livre tiré des couilles sur la table. Et on est en train de faire la même chose avec Le cœur sur la table, puisque le bouquin sort mardi 12 octobre. Et on a d'autres bouquins aussi en préparation. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai raconté quand on avait lancé le podcast Les couilles sur la table en 2017 et puis en 2018-2019, on voyait qu'il y avait un gros succès d'audience, un gros succès de notoriété, un succès critique si on peut dire. Et en même temps, on avait honnêtement pas de recettes associées à ce programme. La pub se vendait pas, à la fois parce que le marché était pas mûr et parce que le titre du podcast faisait peur par sa vulgarité apparente, même si le contenu est très sérieux. Donc ça faisait plutôt peur aux annonceurs. Et l'autrice du podcast, Victoire Tuaillon, a commencé à réfléchir à l'idée d'un livre et elle a d'abord
d'abord pensé, et nous aussi, avec à des éditeurs traditionnels pour faire le bouquin. Et après avoir un peu tâté le terrain, on a décidé d'être nous-mêmes, Binge Audio, l'éditeur de ce livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait un actif énorme que n'ont la plupart du temps pas les éditeurs, qui est d'avoir une audience déjà engagée et qui était fan, si on peut dire, et qui était prête en fait à payer et qu'on pouvait toucher directement. Comment ? En faisant des messages annonçant la sortie du bouquin sur le podcast. Donc on a fait une campagne de crowdfunding en 2019, on a vendu le bouquin à 4000 exemplaires. C'était intéressant parce qu'on a fait ça avant de lancer la production, c'est-à-dire qu'on a fait ça avec une visibilité, pareil, qui est un énorme privilège pour faire les choses de façon avec une visibilité. Et aujourd'hui, on en est à plus de 45 000 exemplaires de ce livre vendu. Et il entame un nouveau cycle puisqu'il sort en poche ces jours-ci, donc avec une reprise par un éditeur en poche, Seuil Point, dans la collection féministe. Nous passons à d'autres projets aussi, avec le livre du cœur sur la table, qu'on a fait de façon beaucoup plus rapprochée avec le podcast, parce qu'on a pris la confiance quelque part là-dessus, et je pense qu'on a bien fait, parce qu'on vient d'en prévendre 6 000 cet été. Et nous lançons aussi une activité d'édition plus large, avec y compris la production de livres qui ne sont pas reliés strictement à des podcasts, mais qui s'inscrivent dans le terrain éditorial sur lequel on a su se rendre légitime et utile, j'espère. Parfait, merci beaucoup Gabriel. Merci. Et on retraverse l'Atlantique pour aller cette fois-ci du côté du Québec. Des ondes Vocast. Alors, bonjour Christian Roy. Bonjour. Tu es responsable de l'ARC, ARCQ. Qu'est-ce que c'est l'ARC ? L'ARC, c'est une association qui regroupe 37 stations de radio communautaires partout au Québec, qui couvre presque tout le territoire habitable au Québec. Et les radios communautaires, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une différence, il y a une nuance entre les radios communautaires et les radios associatives. Nous, on n'a aucune limite de temps publicitaire sur nos ondes. Donc, on génère beaucoup de revenus, même si on est des sociétés sans but lucratif. On remet tous les profits ou tout l'argent qu'on génère, on le réinvestit dans le contenu. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de contenu riche sur vos antennes. Dans plusieurs de nos stations, en effet, oui, ceux qui ont des marchés plus grands. Nos 37 stations sont foncièrement tous locales. Donc certains ont tendance à nous comparer comme un réseau, mais on est tout sauf un réseau. On est un groupe de radios indépendantes, tous locales, qui se côtoient et s'apprécient l'une l'autre, mais n'ont rien à partager, si on veut, l'une d'entre elles. Donc, à part de l'expertise ou des nouvelles de secteur. Alors, donc, ils sont foncièrement des pompes de nouvelles et de culture dans chacune de ces localités différentes, avec des accents et des façons de vivre propres à elles. Et comment l'ARC aide ces radios? À toutes sortes de niveaux, parce que quand même, ces stations-là sont isolées. Il y a aussi un roulement du personnel et la réglementation, toute la représentation vis-à-vis les instances politiques, autant municipales, moins municipales, mais provinciales et fédérales. Aussi garder les acquis au niveau des droits de diffusion et les renseigner sur diverses situations qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances ou qu'ils ont des questionnements. Le média évolue beaucoup et ils ont besoin d'apprendre eux aussi, malgré leur distance, comment le média évolue. Merci beaucoup Christian. Merci. Et bon retour au Québec. Merci. Et pour finir notre tour, on se dirige vers l'Allemagne. Caroline Grazé, good afternoon. Good afternoon. You're in charge of Radio Player in Germany. Tell us about what are the latest about Radio Player in terms of developments, so in terms of countries, but also in terms of technology. In terms of countries, we have grown quite a bit since we last spoke, I believe. We are now active in Spain, in France, in the Netherlands. We are coming up in Sweden, so we are covering most of Western Europe, except for Portugal, which we hopefully can change. And we are starting to look into Eastern Europe as well, but due to the political climate, it's a bit more tricky to establish us there. In regards of technical development, I think it's safe to say that we are building upon our previous success. So we are working very close with the automotive industry.
both in delivering the metadata they need to, fully integrate us in a hybrid experience into the car, but also into their dreams as to what you can do with that metadata, cross-linking over the devices, cross-linking the content, between live streaming and podcasts. And on top of that, we are building a new platform. We are currently busy doing an audio fingerprinting metadata database to enrich the metadata that we have even more. We've built a cover database to have something visual shown on the big screens in the cars, but also on your smart TV at home. So we're doing a lot of things, as usual. We're quite busy. Okay, great. One last question. How Radio Player Germany collaborates with the other countries where our Radio Player is present? Oh, on a daily basis. We have monthly calls with Radio Player Worldwide where we talk about strategy and budgets and, obstacles that we need to overcome. And we also have weekly calls between larger or smaller groups. For example, we are currently building an Alexa skill for Radio Player in France. Somebody in the Netherlands is proposing a marketing coup, or the guys from Belgium is doing something with Facebook. Italy has proposed to apply an SDK into our mobile apps that we can all, benefit from. So it's a very close collaboration. And what we are doing amongst the broadcasters within each country, we are also doing amongst the broadcasters within Europe. So that's pretty amazing. Yeah, great. A good occasion to collaborate between countries in Europe. Absolutely. Thank you so much, Caroline. You're welcome. See you next time. Alors j'ai demandé à Caroline Grazé, responsable de Radio Player Allemagne, quels étaient les derniers développements de Radio Player tant en termes de pays que de technologie. Alors pour les pays, Caroline a noté que Radio Player est désormais présent dans quasiment tous les pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, et à l'exception du Portugal où se déroulaient les Radio Days. Alors Radio Player essaye maintenant de se développer en Europe de l'Est, mais Caroline note que c'est plus compliqué, notamment à cause du climat politique dans certains pays. Concernant les technologies, Radio Player se déploie sur la base de ses succès précédents, notamment en continuant les partenariats avec l'industrie automobile, notamment sur la délivrance de métadonnées dont les voitures ont besoin pour l'écoute de la radio en mode hybride, ou encore pour lier les contenus de flux aux podcasts qui sont disponibles. Radio Player travaille aussi sur une nouvelle plateforme, sur du marquage audio avec des métadonnées, ainsi que des données associées pour l'affichage sur les écrans. J'ai ensuite demandé à Caroline comment les différents pays de Radio Player collaboraient ensemble. Alors Caroline a expliqué qu'il y avait une réunion mensuelle avec Radio Player Worldwide, l'organisation globale autour de Radio Player, où ils discutent de la stratégie, des budgets et des obstacles actuels dans chaque pays. Et puis il y a aussi des réunions hebdomadaires entre pays sur des projets cette fois-ci spécifiques, comme par exemple avec la France pour créer un skill pour Alexa, ou avec les Pays-Bas pour un projet marketing, en Belgique ils travaillent sur un projet pour Facebook, ou encore l'Italie pour un STK sur l'appli mobile de Radio Player. Et voilà, c'est la fin de nos petites interviews dans les couloirs des Radio Days Europe à Lisbonne. L'année prochaine, les Radio Days reviennent cette fois-ci à Malmö en Suède. Malmö, c'est une ville qui est juste à 15 minutes de Copenhague. Copenhague, la capitale du Danemark. Il suffit juste de traverser un pont. Et donc, ça aura lieu en mai 2022. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.